peut pas dire à un gamin ce que tu as fait est grave sans réagir immédiatement. On n'est pas crédible. On n'est pas crédible. Sauf que l'incarcération d'un mineur n'est pas une fin en soi, c'est qu'un moyen au service d'une stratégie. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Rosenzweig, Monsieur le juge. Donc, vous avez été, je pense que les gens qui sont là vous connaissent, mais je vais quand même vous présenter. Vous avez été juge pour enfants pendant presque 40 ans, ou plus de 40 ans même. Dont plus de 20 passés à la présidence du plus gros tribunal pour enfants de France, à Bobigny, avec une parenthèse pendant les années 80, pendant lesquelles vous avez conseillé des gouvernements socialistes sur les politiques de l'enfance et de la famille. Vous avez quitté Bobigny en 2014 et vous appartenez aujourd'hui à de multiples associations qui interviennent auprès des mineurs en danger. Vous enseignez aussi le droit pénal des mineurs à l'université de Nanterre. Vous êtes expert auprès de l'Union européenne et de l'UNICEF, entre autres, et vous avez publié au printemps ce livre « Rendre justice aux enfants », dont vous ferez une séance de dédicace après notre entretien. Donc le point de départ de tout ça, c'est quand même que les enfants ont des droits. C'est même une convention internationale signée sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies en 89. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Globalement, oui, on n'invente jamais rien. À ce point de reconnaissance juridique, non. Alors après, il y a un autre débat qui est de passer des droits formels aux droits réels. Il y a encore une petite marge de manœuvre. Mais la Convention internationale, c'est un acte original et unique au plan mondial. Il n'y a pas de Convention internationale des droits de l'homme. C'est plus facile d'aller sur les enfants. Si je parle des enfants roms, je peux être écouté. Si je parle des roms, je ne suis pas écouté. Donc il y a quelque part la fibre judéo-chrétienne qui fait que pour les enfants, on est prêt à faire plus que pour les hommes et les femmes. Donc on en sait quelque chose. Donc c'est le premier texte, la Convention internationale, qui est un texte universel, que tous les pays du monde ont signé et ratifié, sauf les États-Unis. La patrie autoproclamée de la défense de la liberté que sont les États-Unis. Effectivement, ils n'ont pas signé, pas ratifié. On a pensé à un moment donné qu'ils le feraient pour garder le poste de directeur général de l'UNICEF, mais même pour ça, ils ne l'ont pas fait. Alors en tout cas, c'est un texte planétaire, mais ça, c'est unique, bien entendu, par rapport au pacte civil et politique et d'un côté et pacte économique, socio et culturel de l'autre. Donc c'est un texte qui donne une vision globale de l'enfance, ça c'est intéressant, mais ensuite qui donne une vision moderne de l'enfant. Pour rejoindre votre question, ce n'est pas l'enfant objet d'appropriation, mais l'enfant sujet de droit. Ça rejoint les débats actuels sur PMA, GPA, tout ce que vous voulez. On va y venir. Mais cette convention, ce principe même de l'existence des droits de l'enfant, ça reste très peu connu, y compris en France. Un sondage de 2016 établit que 46% des Français ignorent l'existence de cette convention et l'existence même de droits des enfants. La convention, à la limite, ne pas connaître l'existence d'une loi. Mais le principe que les enfants sont sujets de droit reste un principe peu connu. Comment ça se fait ? Les journalistes ne sont pas leur boulot, les politiques ne sont pas bons, les citoyens ne sont pas bons. Et puis, bon, poussons le bouchon. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Je vais vous donner une anecdote, pas une anecdote, une illustration que je vous disais tout à l'heure. Je crois que beaucoup de gens qui sont dans la salle vont l'apprendre. Sur la protection due aux femmes. Il a fallu attendre 1995, dans la patrie autoproclamée des droits de l'homme, pour le coup, pour que soit condamné le viol entre époux. En d'autres termes, la représentation que nous avons des femmes, le débat MeToo aujourd'hui, bon, tout ça montre que le statut des femmes n'est pas l'égalité avec le statut des hommes en général. Le statut des enfants est un sous-statut. C'est grosso modo, apprends et tais-toi, mange et tais-toi, tu m'appartiens. D'où le débat sur... tu m'appartiens, justement. Donc tout le débat actuellement sur les châtiments corporels, prenons cet exemple-là. La France n'est pas capable, gouverner à gauche ou à droite, elle n'est toujours pas capable d'être le 28e pays du Conseil de l'Europe à prôner une éducation sans violence. Sans violence, ça ne veut pas dire sans autorité, sans présence. Ça veut dire qu'il y a 27 pays des 47 qui constituent le Conseil de l'Europe qui ont interdit dans leur loi la fessée et les châtiments corporels d'une façon plus large. La France ne le fait toujours pas, elle est régulièrement rappelée à l'ordre. Alors la France l'a fait en décembre 2016. Finalement, le gouvernement précédent s'y est résolu, sauf qu'il l'a fait dans une loi à travers ce qu'on appelle un cavalier législatif. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait exprès, si c'est une erreur juridique. En tout cas, ça veut dire que ça n'a aucune chance de... Non, mais là, c'est râpé. Ce qui est arrivé devait arriver au mois de janvier 2017, c'est-à-dire un mois plus tard, le temps qu'un certain nombre de parlementaires de droite engagent, il faut oser le faire quand même, être parlementaire, et même si c'était une erreur juridique,
Est-ce qu'il fallait engager une saisine du Conseil constitutionnel sur ce point? En tout cas, ils l'ont fait, et ils l'ont obtenu, puisque c'était gagné d'avance. Le Conseil constitutionnel a annulé cette disposition. Depuis, très récemment, des députés LREM et MODEF ont repris ce texte pour en faire une proposition de loi. Et je vais vous donner un scoop. Madame Buzyn, lorsque nous l'avons interpellée, dit qu'elle ne connaissait pas le sujet, puis finalement, au bout de 15 jours, elle a dit « Vous avez raison, il faut que je soutienne cette proposition de loi ». Et le MODEM vient d'obtenir l'autorisation de déposer ce texte dans ce qu'on appelle les niches parlementaires. Donc ça va être débattu. Ça va être débattu. On de peut nouveau penser que ça va être adopté, puisque là, ça sera fait sous la forme. Mais n'empêche que tout ça a été préconisé en 2008 à Stockholm. Il faut 10 ans à la France pour ratifier un texte comme celui-là. Ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la méconnaissance de ces droits. Et vous avez dit dans une énumération d'explications, l'enfant m'appartient. À moi l'adulte, c'est-à-dire qu'on est encore... Pas à moi en tout cas. Non. Parce que moi j'ai écrit le contraire, il n'appartient à personne. Je sais bien, mais vous expliquez que ça demeure dans l'inconscient collectif ou dans l'idée de la société ou des responsables politiques que l'enfant ne peut pas être un sujet total de droit puisque il appartient en quelque sorte à l'adulte, et on le voit bien avec cette réticence pour le moins à interdire les châtiments corporels. On a l'impression qu'on ne peut pas s'immiscer dans l'intimité des familles pour, évidemment, en cas d'inceste ou de grave maltraitance, c'est possible, mais il y a quand même cette idée que jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, les parents sont à peu près libres d'éduquer leurs enfants comme ils le souhaitent. Ça, c'est quelque chose qu'on peut... À un moment donné, l'homme était censé pouvoir éduquer sa femme comme il le souhaitait. Absolument, c'est l'héritage du droit romain. Pour certains, c'était une bonne époque. C'est l'héritage du droit romain. Ta femme tous les jours, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Voilà, c'est une régression, donc. Ça dépend de quel point de vue on se place. Est-ce qu'on peut imaginer une vraie progression en ce qui concerne les droits des enfants, comme ça a quand même eu lieu, même si rien n'est parfait pour le droit des femmes? On peut imaginer plein de choses. Moi, je peux imaginer des jeunes, riches et beaux. On peut imaginer plein de trucs. Maintenant, il faut être concret. C'est pas neutre qu'il puisse pas y avoir ce débat. Alors, la provocation, c'est l'actualité. PMA, GPA, etc. Le débat est sur le désir d'enfant et le droit à l'enfant. Le débat n'est pas sur la maltraitance enfant. Le débat n'est pas sur les droits des enfants. Pour vous le faire comprendre, la PMA concerne combien de personnes? 10, 12 000, 15 000 femmes qui souhaitent être mères comme les autres. Mais est-ce que c'est le problème politique et urgent à traiter aujourd'hui? De mon point de vue, le problème à traiter, on le voit sur les violences dans les banlieues et ailleurs, le vrai problème à traiter, c'est qui fait autorité en direction des enfants. Pour grandir, un enfant a besoin d'avoir en face de soi, à côté de soi, en face de soi, quelqu'un qui lui permet d'être et de se structurer, quitte à s'opposer. Or, si je regarde bien, le juge pour enfants, cette fois-ci, parle. Quand je vois dans mon cabinet un gamin dire au monsieur qui accompagne sa mère « Quitte-toi, t'es pas mon père, va te faire foutre », en traduction, non pas en traduction, mais en langage réel, ça veut dire que dans ce pays, il y a 2 millions d'enfants qui sont élevés par des beaux-pères et des belles-mères qui ne reconnaissent pas ce beau-père et sa belle-mère comme faisant autorité. 2 millions d'enfants, 2 millions de pères. Et la loi ne le reconnaît pas non plus. 2 millions de beaux-pères et de belles-mères, ça fait 8 millions de personnes. 12% de la population est concernée par cette question de qui fait autorité au sein de la famille. C'est plus important que 10, 12 ou 15 000 personnes qui, et je le respecte, souhaitent être parents comme les autres. Où sont les urgences politiques? C'est pour répondre à votre question. Mais l'un n'empêche pas forcément l'autre. Les urgences politiques, elles peuvent être simultanées. Sur la PMA... Vous allez bien sûr me dire quand va être déposé le projet de loi sur les responsabilités parentales et qui l'a rédigé et quel est le ministre en charge. Il n'y a pas de ministre en charge, il n'y a pas de projet de loi, il n'y a rien. Alors pourquoi il n'y a pas de ministre en charge et expliquer... Moi, il n'y en a pas à être président de la République. Pas encore. Moi, il y en a avoir écrit un programme pour être président de la République. Le bouquin dont vous parlez, qui n'est pas un bouquin d'anecdotes, qui est un bouquin où sur chacune des situations que j'ai pu connaître, les grands thèmes, grandes thématiques, on essaye de tirer la quintessence et de faire des préconisations et des propositions pour ne pas en rester là. Mais pour répondre à votre question initiale, est-ce qu'il pourrait y avoir débat? Oui. Est-ce qu'il va y avoir débat? Non. Et je voudrais terminer de répondre à la première question que vous posiez sur le statut de l'enfant. Si tant est que nos concitoyens aient une représentation du fait que l'enfant a des droits, ils ne voient cela qu'à travers le droit à protection. Être protégé contre la violence, contre les prédateurs, etc. Quand la Convention internationale est plus large, elle dit l'enfant est une personne. Et l'enfant est une personne, ça veut dire que, certes, il doit être protégé en son corps, il doit être respecté. S'il n'est pas respecté, c'est un problème. Mais c'est une personne, et à Télérama, vous y devez y être sensible, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a des sentiments, un ressenti, une opinion.
Donc ce sont les articles 12, 13, 14, 15 de la Convention internationale qui reconnaissent la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté d'expression individuelle et collective. Pour parler très crûment, en France, 2 exemples à 180 degrés. Vous savez ou vous ne savez pas que la loi 2002, la loi Kouchner sur la santé, prévoit que toute personne a le droit de voir respecter la confidentialité des informations que le médecin peut recueillir. L'enfant est une personne, Françoise Dolto, l'enfant a le droit d'interdire à ses parents, et l'enfant c'est de 1 à 18 ans, de 0 à 18 ans. Donc un jeune qui a 16, 17 ans, qui va consulter, un garçon ou une fille, va consulter un médecin, est en droit d'interdire à ce médecin de livrer le contenu de ses constats, de son diagnostic, à ses parents. En d'autres termes, un enfant a des droits propres dans le rapport à sa santé. À l'autre bout de la chaîne, la Convention internationale et la loi, perfectible, mais peu importe, en France, prévoit qu'un enfant puisse s'exprimer individuellement et puisse s'exprimer collectivement à travers des associations. Donc les droits de l'enfant, ce n'est pas seulement le droit d'être protégé, c'est le droit d'être citoyen, pas au sens politique. Hein. Mais ça veut dire qu'il faut que la société et donc les adultes organisent ces droits Ouais. Positifs dont vous parlez. Organisent l'accès aux droits. Organisent leur accès, leur exercice, et donc les fassent connaître aussi. Si le médecin dont vous parlez n'est pas au courant qu'un jeune, bien que mineur de 15 ans, a le droit à... Oui. Il ne peut pas le respecter. Donc ça veut dire qu'il faut que ces droits soient Vous avez raison. organisés, favorisés dans leur exercice par une société d'adultes. Et pourquoi est-ce qu'elle y est réticente, cette société d'adultes? Est-ce que ça nous fait peur, en fait, le fait que nos enfants, les enfants de notre pays, exercent leurs droits et prennent leur pleine place au milieu de notre société? Bien sûr que c'est dérangeant. Bien sûr que c'est dérangeant. La vie se résume en 3 grandes dimensions, de mon point de vue, je ne vous demande pas de le partager, qui est le pouvoir, l'argent et le sexe. Là, on est sur le thème pouvoir. L'homme marié ne veut pas que sa femme agisse, voire même interfère sur les finances. Pour Napoléon, la femme mariée était une incapable. Capable de se marier, mais devenue incapable dès qu'elle se mariait. L'enfant est un incapable parce qu'il faut le protéger contre lui-même et contre autrui. Ça veut dire qu'au passage, on exerce un pouvoir sur lui. Et on souhaite même exercer ce pouvoir au-delà de la majorité, au-delà des 18 ans. Et vous savez que la majorité, c'est 18 ans aujourd'hui, c'était 21 ans pour Giscard. Donc effectivement, ça dérange, au sens où ça remet en cause l'organisation familiale, et j'allais dire démocratie familiale par anticipation, avec la citation que je voulais vous faire. En 2002, on a voté une loi qui veut que, sur toutes les décisions importantes qui le concernent, la vie de l'enfant doit être recueillie. En d'autres termes... Par la justice? Non, par les parents. Ah, par les parents. Non, la justice, elle donc c'est une obligation au sein des familles de recueillir... L'article 2002, c'est l'article 371-1 du Code civil, qui veut que la famille soit identifiée comme une démocratie. Démocratie ne veut pas dire bordel. Démocratie ne veut pas dire que les parents laissent faire les enfants tout et n'importe quoi. Par exemple, ce que je dis en plaisantant, bien sûr c'est une plaisanterie, vous avez compris que j'avais du mauvais humour, les enfants ont le droit de regarder des rires en boîte jusqu'à 20h, mais à 20h, il y a le journal télévisé, et je leur disais, on arrête. Je décide aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez le droit d'accéder aux loisirs, à la culture, à tout ce que vous voulez à travers la télé, comme moi aussi j'ai le droit de décider quelles sont les priorités. Voilà. En d'autres termes, la famille est une démocratie de plus en plus, la femme est égale de l'homme, c'est récent. Prenons très concrètement les problèmes d'autorité parentale, il nous a fallu 3 lois, 1987, 1993, 2002, pour qu'il y ait égalité entre le père et la mère, mariés ou pas mariés, dans l'exercice de l'autorité parentale. Je vous rappelle qu'avant, on était sur la puissance paternelle. On était sur le droit premier des pères et des hommes. Égalité entre père et mère. Et deuxièmement, on a essayé d'instaurer, non pas l'égalité entre enfants et parents. Il n'y a pas égalité entre enfants et parents. Mais dire qu'il n'y a pas égalité ne veut pas dire que toi, enfant, tu n'aies pas des droits, d'où découlent des devoirs. Parce que, au passage, c'est important. Ce n'est pas des devoirs dont découlent des droits. Ce n'est pas parce que tu me respectes que tu auras le droit. C'est parce que tu es que tu vas avoir l'obligation de me respecter. C'est le débat sur la délinquance juvénile, si vous le voulez. Alors, on va y venir à la délinquance juvénile, puisque une des grandes spécificités de la justice des mineurs, c'est que c'est la même personne, c'est le même juge, le juge des enfants, qui est compétent à la fois pour les mineurs délinquants, ceux qui contreviennent à la loi et qu'il convient de sanctionner, et pour les mineurs qui sont victimes. Qu'est-ce que ça signifie, cette unité de fonction? Alors, avant de vous répondre à votre question, et pour répondre à votre question, un brin d'histoire, mais qui est très simple, hein. Il a fallu attendre 1958 pour que le juge pour enfants, qui s'occupait des enfants en danger, s'occupe aussi des enfants délinquants. Souvenez-vous de Chien perdu sans collier, 54, où on voit Jean Gabin jouer le rôle de juge pour enfants, dire à un gamin qui avait fugué pour venir le rejoindre, il dit, bon Dieu, à la bourrelle, bon Dieu, c'est donc vrai, dis ce matin, t'as pris le train sans payer. Et il continue, dis ce matin, t'as mangé une chocolatine, t'as pas payé.
Et il a cette phrase fantastique, « Dis-moi que tu es délinquant et l'État assure ton avenir ». En d'autres termes, jusqu'à 1958, si dans la même famille, qui était un petit peu en difficulté, monsieur ouvrier va à 5 heures du matin au boulot, il est un peu alcoolo, il est un peu ceci, madame est à la maison, elle s'occupe de faire tourner la baraque, c'est normal, c'est le rôle des femmes que de faire tourner la baraque, à l'époque, hein. Et elle est un peu en dépression. Les gamins voient très bien qu'il y a du gaz entre les deux, ils sont deux, l'un fait de l'anorexie et l'autre fait de la délinquance. On ne pouvait à l'époque s'occuper que du jeune délinquant. Depuis, on n'a plus à attendre qu'un jeune commette un délit pour venir le protéger. Alors pour maintenant répondre à votre question, on a compris depuis 1912, c'est un siècle donc, on a compris qu'un enfant délinquant était d'abord un enfant en carence d'éducation. 1912, c'est la création des tribunaux pour enfants, c'est-à-dire d'une formation relativement spécialisée dans un premier temps. Mais enfin, c'est le tribunal correctionnel classique, avec 3 juges classiques. Simplement, on a marqué en bas, tribunal pour enfants. Il n'y a pas de juge spécialisé. En revanche, c'est une révolution fantastique qu'on a introduite en 1912 et qui est le fond du sujet. L'enjeu, à partir de 1912, renforcé 45, c'est pas de juger l'acte et de juger le passé, c'est de transformer la personne. Et pour faire en sorte qu'un enfant délinquant un jour ne soit pas délinquant toujours. Et comment on va le faire ? Avec du travail social. On a créé l'éducateur de la liberté surveillée en 1912. Et deuxièmement, en prenant du temps. Donc il faut prendre du temps pour juger un jeune, avec pour objectif que le jour où on va le juger, il n'est plus le délinquant qu'il était. C'est ça l'essence des choses. Sauf qu'il faut attendre qu'il soit délinquant. Jusqu'en 58. Et en 1958, De Gaulle, parce que c'est encore De Gaulle. Alors, c'est pas parce que De Gaulle avait une vision spéciale sur les enfants. Hein. Ça veut dire aussi que la justice des mineurs se cristallise, évolue dans les périodes de mutation sociale importantes. 45, c'est vraiment qu'on puisse dire, c'est libération. 45, c'est l'ordonnance qui régit le droit pénal des mineurs, c'est-à-dire le droit des mineurs lorsqu'ils sont délinquants et qui consacre le principe éducatif, la primauté de l'éducation sur la répression. Alors, primauté ne veut pas dire interdiction de répression. On va donner un chiffre. Hein. Au moment où nous parlons, aujourd'hui, il y a 820 personnes qui ont moins de 18 ans qui sont incarcérées, dont certaines qui sont en détention provisoire. Donc, à partir de 13 ans, on peut être en détention provisoire. Et à partir de 16 ans, je pense que beaucoup de gens qui sont là ne le savent pas, mais à partir de 16 ans, on peut être condamné comme un adulte. Et j'ajoute... À certaines conditions, quand même. Il faut que le juge... si je ne me trompe pas, écarte l'excuse atténuante de minorité, mais c'est une possibilité. Bien sûr, à 16 ans, on peut être condamné. Le jeune Mathieu du Chambon qui a tué et violé, et bien sûr, il n'est pas question un seul instant de ne pas dire que c'est un drame et de ne pas le fustiger dans tous les sens du terme. Il n'empêche qu'il est rentré dans la salle d'audience en disant « j'avais moins de 18 ans le jour des faits, donc normalement je... pas être condamné à plus de 20 ans. Je ne risque que la moitié de la peine qu'un majeur risquerait. La moitié de la réclusion criminelle à perpétuité pour la loi, c'est 20 ans. Donc c'est 20 ans, vous avez raison. Et la cour d'assises, 2 fois, lui a retiré le bénéfice de l'excuse atténuante, pas le bénéfice de l'excuse. L'excuse atténuante, on lui a retiré ce bénéfice et il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans aucune circonstance atténuante, y compris sa maladie mentale, parce qu'il y a des problèmes psychiatriques qui peuvent exister. Alors, en d'autres termes, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'à partir de 7-8 ans, là, je pense que beaucoup de gens non plus ne le savent pas, on peut être tenu pour délinquant. On a le discernement à 7-8 ans. Et on peut être tenu comme délinquant à partir de... et avoir un casier judiciaire. Le juge ne pourra prendre que des mesures éducatives, suivi en liberté surveillée, placement dans un foyer, mais pour des jeunes, être reçu par un éducateur ou être placé en foyer, c'est une mesure de répression. Et à partir de 13 ans, on rentre dans la gamme de la possibilité de peine d'amende, peine de prison, travail d'intérêt général. Au jour d'aujourd'hui, 800 mineurs sont en prison. Chaque année, 4 000 peines de prison ferme sont prononcées, 15 000 peines de prison avec sursis ou sursis simple. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, vous citiez l'article 2 de l'ordonnance de 1945, les sanctions doivent être exceptionnelles. Quand on y regarde bien, 40-45% des mesures qui sont prises à l'encontre des mineurs sont des sanctions. C'est une exception à très haut niveau. Hein. Quand on vient nous dire que les juges sont laxistes, on n'y connaît rien, quoi. Justement, vous avez été souvent accusé, ou en tout cas on vous a reproché le pouvoir politique d'une certaine époque, d'être le symbole, voilà, d'une justice des mineurs qui serait laxiste, permissive, démissionnaire, etc. Et dans vos interventions publiques, médiatiques, dans votre blog, etc., on vous a souvent entendu vous exprimer, non pas contre toute sanction, évidemment, mais
On vous a souvent entendu rappeler l'importance du principe d'éducation qui prime sur la répression. Et en même temps, on constate quand même qu'il y a une délinquance des mineurs qui s'est aggravée. Aujourd'hui, elle se stabilise, qui est de plus en plus violente. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de défiance. D'ailleurs, c'est un chapitre de votre livre, je crois, qui s'appelle La jeunesse n'est pas une maladie ou quelque chose comme ça. Il y a une sorte de défiance vis-à-vis des jeunes. C'est comme un corps étranger, vous expliquez. La société se met à regarder ces jeunes comme un corps étranger, comme un truc un peu bizarre, un peu inquiétant. Et on a l'impression qu'il y a de plus en plus, et c'est ce contre quoi vous vous élevez, une sorte de réflexe d'exercer une autorité de plus en plus importante. Et pourtant, ça ne marche pas. Donc, alors, dans ce que vous dites, il y a plein de choses. Vous parlez à la fois des jeunes, donc de l'objet de notre intervention, et vous parlez de l'institution, et à la limite même de moi dans l'institution. Alors on va peut-être éliminer le problème, moi, enfin pas tout de suite, mais moi. Comme c'est vous qui parlez, oui, en même temps, il n'est pas tout à fait éliminé. Ouais. Non, mais pour en arriver au fond des choses, moi n'a aucun intérêt, sauf pour moi. Donc c'est amusant, effectivement, d'avoir été taxé de laxisme, quand au tribunal, c'est moi qui avais la gâchette la plus rapide, et ça va justifier ce que je vais vous dire. Vous voulez dire pour condamner et pour sanctionner? Non, rapide, non, c'est justement la mise en détention provisoire. D'accord, incarcéré. Parce que je pense qu'effectivement, on ne peut pas dire à un gamin ce que tu as fait est grave sans réagir immédiatement. On n'est pas crédible. On n'est pas crédible. Sauf que l'incarcération d'un mineur n'est pas une fin en soi, c'est qu'un moyen au service d'une stratégie. Moi, j'ai vu nombre de gamins, j'allais dire, pleurer dans mon bureau quand je leur annonçais que j'allais les incarcérer, et ensuite être requinqués parce qu'on ne s'en arrêtait pas là. Dans le bouquin, je raconte notamment, c'est l'inverse, je ne l'ai pas incarcérée, mais elle prétend que c'est en quittant mon cabinet que cette jeune fille qui animait une bande, comme des garçons l'auraient fait, puisqu'on la faisait passer pour un garçon, donc elle s'est comportée comme un garçon, elle était chef de bande, etc. Donc elle raquettait tout ce que vous voulez. On me demande de l'incarcérer, là pour le coup je ne l'incarcère pas. Et elle raconte maintenant, puisqu'elle, je peux donner son nom, enfin je ne peux pas donner son nom, j'ai oublié, mais c'était fonction. Elle anime une association qui s'appelle Zonzon en Seine-Saint-Denis, qui est un club de prévention. Et d'une heure à l'autre, dit-elle, j'ai basculé de la délinquance à la non-délinquance. Et elle me dit, c'est grâce à vous. Je dis, pourquoi? Parce que je ne crois pas. Je dis, même à Lourdes, ça ne se présente pas. Donc moi qui ne suis pas croyant, bon, non mais, comme pas pousser. Je lui dis, t'avais quand même... je me suis reparti à la tutoyer, quoi qu'elle ait 35 ans, qu'elle ait 3 enfants, etc. Mais elle me dit, parce que vous avez valorisé mes compétences, vous m'avez fait comprendre que j'avais d'autres qualités que celles de chef de bande. Alors en d'autres termes, oui, il faut une autorité. Les gosses, la caractéristique de tous les gosses qu'on a en charge, c'est qu'ils manquent d'adultes de référence, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, et qu'ils manquent notamment de gens qui font autorité dans tous les sens du terme. Mais autorité ne veut pas dire répression, ne veut pas dire sanction. La sanction doit être maîtrisée, et la sanction doit être expliquée, la sanction doit être finalisée. Donc je dis qu'effectivement, plutôt que de mettre des gosses dans des centres éducatifs fermés, qui sont des vrais faux passeports, c'est la bourgeoisie qui n'ose pas dire il faut mettre un gosse en prison, donc je mets dans un lieu donc il ne peut pas sortir. Mais si tu ne peux pas sortir d'un lieu, tu es en prison. Si on ferme la porte là, vous allez tous dire que vous êtes emprisonné. Donc plutôt que de mettre des gosses dans des structures qui n'assument pas, je pense qu'à un moment donné, il faut dire à un gamin non, ce que tu as fait est grave, donc tu mérites d'être puni, mais ce n'est pas une fin en soi. Il doit y avoir des perspectives. Il faut offrir des perspectives aux jeunes. Et effectivement, le problème qui nous est posé à l'heure actuelle, c'est qu'on est dans la réaction primaire de la sanction, et on ne donne pas de perspective à la jeunesse. J'observe que dans ce gouvernement, dans son écriture, il y a enfin un ministère de la jeunesse qui n'est pas le ministère de la jeunesse et des sports, comme si les sportifs ne pouvaient être que des jeunes et les jeunes que des sportifs. Question, y aura-t-il une politique en direction des jeunesses de ce pays? Et effectivement, pour rejoindre votre question, dans le même temps où il faut avoir une justice qui, s'appuyant sur le travail social et sur la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi sur les départements, essaye de décrocher un jeune de la délinquance. Et aller décrocher un gosse qui trafique dans la délinquance ou qui risque de se faire embarquer par les prédicateurs, ça ne se joue pas en 5 minutes. Il faut y prendre du temps, il faut le repérer, il faut l'accompagner, il faut le soutenir, il faut l'extraire éventuellement, il faut le protéger en l'extrayant de son milieu. Mais dans le même temps, et on y arrive relativement, où il faut faire en sorte qu'un jeune délinquant un jour ne soit plus délinquant, dans le même temps, il faut que les politiques mènent une politique de prévention de la primo-délinquance. Elle est où, cette politique de prévention de la primo-délinquance? Lorsque Nicolas Sarkozy, on en parlait il y a 5 minutes, fait une loi en 2007 sur la prévention de la délinquance, il fait une loi sur la répression policière de la délinquance. Non pas une loi sur la politique familiale, la politique sociale, la politique d'intégration, la politique citoyenne. Si des jeunes n'ont pas de perspective, individuellement ou collectivement,
S'ils ne croient pas dans leurs capacités, s'ils ne croient pas dans leur avenir, pourquoi vont-ils respecter la loi familiale, la loi scolaire, la loi policière, si cette loi, ils la vivent comme étant une répression et non pas une protection? Donc effectivement, il faut donner les moyens aux tribunaux pour enfants, et on en est relativement loin. Beaucoup de mesures éducatives ne sont pas exercées, hein, on le sait tous. Bon, on a voté, c'est ce que je dis à Mme Taubira un jour, la précédente majorité, en mars 2012, a voté un texte qui veut que toutes les mesures éducatives prononcées par un juge pour enfants doivent désormais être engagées dans les 5 jours. On en est où de l'application? Quand beaucoup de mesures mettent 2 mois, 3 mois, 6 mois entre-temps, les travailleurs sociaux ont muté, parfois ne sont jamais exercés. Or, c'est important par rapport à un jeune, et là je rejoins pour le coup le discours sarkozyste, c'est important qu'un jeune qui est délinquant voit une réaction immédiate. Sauf que réaction ne veut pas dire obligatoirement répression. Réaction veut dire marquage d'autorité, comme on l'a par rapport à nos gosses. Quand nos gosses font une connerie, on réagit immédiatement. Alors, éventuellement, il peut y avoir une baffe qui part, mais ça, c'est une connerie. Il peut y avoir une baffe qui part, qui trahit l'angoisse de celui qui a eu peur de voir son gosse se faire renverser, se brûler, etc. Mais on n'en reste pas à la baffe. On essaye de se projeter. On parle. Pourquoi j'ai eu peur? Qu'est-ce que tu as fait comme connerie? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. C'est le même principe que la société doit appliquer à ces jeunes. Il faut faire les deux choses. Dans le même temps où il y a je vais être très politique, hein, dans le moment où il y a une politique de prévention de la réitération, dans le même temps, il faut qu'il y ait une politique de prévention de la primo-délinquance. Il faut une politique familiale, sociale, etc. Et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en liminaire. Quand je dis qu'au bout de chaîne, moi j'ai des gamins qui n'ont pas personne en face d'eux qui font autorité, mais qu'est-ce qu'elle dit la loi sur les gens qui doivent faire autorité? Si le Parlement faisait son boulot, si les ministères faisaient leur boulot, il n'y a pas de ministère de l'enfance, si les départements faisaient leur boulot, enfin bref, si le réseau associatif, parce que j'avais dit que je militais sur le plan associatif, mais effectivement, il y aurait... Alors prenons l'actualité, tiens. On est en train de voir se dégrader ce qu'on appelle la prévention spécialisée. La prévention spécialisée, c'est les clubs et équipes de prévention qui vont au contact de jeunes, d'enfants, c'est une des branches de l'aide sociale à l'enfance, qui vont au contact des jeunes qui pourraient basculer dans la délinquance. Par rapport à ce qu'on disait en 2012, un gamin qui bascule dans la délinquance, c'est un gamin qui est privé d'autorité. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle avec les restrictions budgétaires? La prévention spécialisée est en train de sauter quasiment dans tous les départements. C'est une faute politique majeure. C'est le moment où il faudrait non pas maintenir, mais multiplier par 10 la prévention spécialisée. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de jeunes qui ont actuellement 7, 8, 9, 10 ans, d'autres qui ont 12, 14, 15 ans, qui sont aux mains non pas seulement des mafieux trafiquants de drogue, mais qui sont à disposition, ils sont à volo, ils vont être pêchés par les prédicateurs. Notre intérêt pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est d'envoyer les nouveaux fantassins de la République que sont les travailleurs sociaux, c'est plus seulement les enseignants, de l'autre côté de la rive. Car vous avez constaté comme moi, enfin je pense que vous avez constaté comme moi, qu'il y a une fracture sociale est en train de se surajouter une fracture communautaire. Même mieux que ça, un certain nombre de jeunes qui sont hors la République. Liberté, égalité, fraternité, à leurs yeux, ça ne veut plus rien dire. Si vous rajoutez laïcité qui est vécue comme une répression, ils sont dans une autre République, dans une autre... Mais ça représente un nombre assez marginal de personnes ou un nombre quand il y a une important. bombe qui saute, marginal, pas marginal, elle a explosé. Hein. Franchement, ce n'est pas le débat, là. Vous avez raison. Bien sûr que c'est une petite partie. Mais c'est pour montrer, pourquoi je tiens à ce discours, pour dire qu'il faut une politique globale. On ne va pas traiter de la même manière le gamin qui vole dans un supermarché avec le gamin qui est en train de s'embrigader avec les prédicateurs. Au passage, il vaut mieux parler d'embrigadement que de radicalisation, pour une raison qui est très simple. J'ai un discours radical, mais je ne suis pas embrigadé. Les gouvernants n'ont toujours pas compris qu'il fallait être un peu plus subtil. Mais ce que je veux dire par là, en tenant compte de ce que vous dites, oui, il y a peu de jeunes qui sont dans ce type de situation, mais ils peuvent faire bobo, très très bobo. Et en fait, s'il y a des éducateurs de prévention qui sont dans les quartiers, ils vont s'occuper de ceux qui pourraient basculer vers la radicalisation, vers l'embrigadement, mais ils vont aussi s'occuper du petit gamin qui vit tout seul avec sa mère, le père est parti, et la mère ne sait pas comment faire. Ça ne veut pas dire qu'elle démissionne. Hein. Je ne tiens pas le discours sur les parents démissionnaires. Je pense que beaucoup de parents sont en grande difficulté par rapport à leurs gosses parce qu'ils sont démissionnés par les circonstances de la vie. L'autre parent n'est pas là. Il y a le chômage, il y a la maladie, il y a les difficultés de la vie quotidienne. Hein. Quand vous élevez vos gosses, vous avez 2 ou 3 ou 4 gosses, vous êtes toute seule, comment vous allez avoir une vie de travailleuse, il faut gagner, une vie de mère, il faut élever vos gosses, une vie de femme, etc. Dans des quartiers où c'est parfois très très dur. Très 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 dur. Donc ce que je crois, c'est qu'à l'heure actuelle, on est en train de négliger les politiques sociales qui devraient être menées.
et on est sur des politiques sécuritaires. À l'heure actuelle et depuis un certain temps. Ah oui, oui, Oui. c'est pas... C'est une tendance qui c'est- n'est pas tout c'est à pas fait nouvelle. Non, c'est pas partidaire. C'est ce terrain-là qu'il faut vraiment réinvestir, selon vous, c'est ce que vous dites depuis longtemps. Pour rejoindre votre première question, parce que tout est dans tout, lorsque nous avons commis avec Dominique Youf vient de décéder, c'est pour ça que je fais cette allusion à lui. Dominique Youf, c'était un directeur de la PJJ, c'est ça, de la protection de la... Qui a beaucoup travaillé sur les droits des enfants. Lorsqu'on a été désignés tous les deux pour, moi comme président, lui comme rapporteur, pour présenter un rapport à Mme Bertinotti, donc on l'a remis en janvier 2014 sur le thème « Faut-il reconnaître de nouveaux droits aux enfants ?» Et nous, on a répondu « Oui, dans notre intérêt et dans l'intérêt de la démocratie. » Voilà. Plus on investira les jeunes en droit, plus on pourra exiger en devoir. Mais ça pose comme une question de gérer une série de problèmes. Le premier problème, c'est la question de la filiation et des affiliations. Qui suis-je, où vais-je, où erge, c'est grosso modo. Pour l'immensité d'entre nous, c'est facile. On doute sur papa, on doute sur maman, on regarde des photos de famille et le problème est géré. Mais pour un certain nombre d'enfants, c'est plus compliqué que ça, notamment avec les procréations assistées, avec l'adoption. Ça, c'est la question de l'accès aux origines. Oui, l'accès aux origines. Et vous avez vu que dans sa position, le Conseil national d'éthique, récemment, a donné un avis favorable à l'extension de la PMA à toutes les femmes, à une condition, c'est que l'on conserve l'origine génétique de l'enfant pour qu'il puisse y accéder. Qu'est-ce que c'est d'autre ? Si la mère ne s'y oppose pas, c'est le même... Alors, on va finir sur cette question et après on va donner la parole au public parce que l'heure tourne. Mais c'est important, ça c'est vraiment un truc pour lequel vous vous battez depuis longtemps. C'est la possibilité la plus large possible d'accéder à ses origines. Et c'est ça qui vous pose problème. À partir du raisonnement, la phrase, puis je vous redonne la parole tout de suite, parce que l'enfant, ça appartient à lui. Et la filiation d'un enfant appartient à son père, à son géniteur, à sa génitrice et à lui. Pourquoi priver quelqu'un d'accéder à une information dont il est propriétaire ? Alors, en l'occurrence, on l'en prive au nom du droit de l'adulte concerné à garder l'anonymat. Le donneur de sperme, de gamètes ou la femme qui a choisi d'accoucher sous X. Et on rejoint votre question. On a plutôt un droit adulto-centré qu'un droit qui est centré sur les enfants. Ce que je voulais préciser, c'est que c'est la raison de votre opposition à l'extension de la PMA à toutes les femmes. C'est pas qu'il vous semble que certaines femmes sont moins aptes que d'autres à être mères, c'est que cette PMA se fait avec des dons anonymes et donc entrave le droit qui vous importe pour l'enfant d'avoir accès à ses origines. S'il le souhaite. Et pour l'instant, il le peut seulement si la mère ne s'y oppose pas, ce qui veut dire que le droit de la mère prime sur le droit de l'enfant. Voilà. Je pense qu'effectivement, fondamentalement, et on rejoint votre première question tout à l'heure, on est encore... Le débat sur les droits sur enfants, ça se résume en droit à l'enfant, droit sur ou droit de. On dit ça depuis 1989, le rapport de Paul Boucher au Conseil d'État. Et moi, je pense qu'effectivement, dans la conjoncture que nous vivons, le droit à l'enfant l'emporte sur les droits de l'enfant. Et vous le regrettez ? Ah ben oui, moi je suis pédocentré, pas pédophile, mais pédocentré. Je pense qu'effectivement, il faut qu'un certain nombre d'entre nous regardions, puisqu'ils ne peuvent pas s'exprimer eux-mêmes, sinon en fuguant, en suicidant, etc., etc., mais pas dans le débat politique. Il faut que le débat politique au nom du débat de la société. Donc effectivement, ceux qui se situent du côté des enfants doivent quelque part porter le plus loin possible cette parole, ce regard. Il y a un moment donné, dans les années 80, il y avait un truc qui était tout à fait amusant, des gens qui avaient reconstitué l'univers familial vu à travers la vision des enfants. Une table comme celle-là, elle était grande comme ça, un petit gamin pour lui. C'est important de voir la vie vue du côté des enfants. Ce qui ne veut pas dire, et je rejoins votre débat sur l'autorité, que c'est l'enfant qui doit tout commander. Quand moi je vois des enfants, ma fille par rapport à ses gamines qui lui cèdent n'importe quoi sur n'importe quoi, je dis non, il y a des limites. Ce qui est faux d'ailleurs, elle ne lui cède pas n'importe quoi. Mais je crois effectivement qu'il faut savoir marquer des limites à un enfant, mais marquer ces limites ne veut pas dire le considérer comme un objet, comme une propriété, c'est le prendre en compte. Le désir d'un enfant, c'est important, puis après, il faut le canaliser. Et lui-même, d'ailleurs, va évoluer dans ses désirs. C'est là où l'immensité des gosses, moi je dis souvent gosse, mais quelqu'un qui a moins de 18 ans, ça le fait rigoler que je le traite de gosse, mais l'immensité des gosses qui me préoccupe n'ont pas en face d'eux des adultes qui font autorité au bon sens du terme et qui apparaissent comme juste. Je prends un exemple concret, parce qu'on parlait tout à l'heure d'incarcération. La police remonte dans mon cabinet avec un nouveau jeune, j'étais permanence, et je lui dis mais qu'est-ce qu'il a pris le précédent là, comment il a réagi quand vous l'avez descendu, qu'il a su que j'allais l'incarcérer. Il me dit, vous ne l'auriez pas fait, vous auriez pris pour un couillon. Hein. Il m'avait dit qu'il irait en prison en montant, et je dis, il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, en plus, il m'a ouvert des perspectives. Mais ça, c'est autre chose. Donc, je pense que les gamins, ils attendent de nous une certaine présence physique.
une certaine présence morale. Le problème politique qui nous est posé, d'où les bouquins qu'on a fait récemment. Bon, il s'avère que je préside l'association des réservistes de l'éducation nationale. Mais le bouquin qu'on a fait avec Jean-Luc Auduc, qui est un argumentaire donné aux adultes, parents et enseignants, pour parler de la laïcité en direction des enfants. D'où l'argumentaire que j'ai fait aussi un jour, à travers des échanges que j'ai eus avec les gosses. Je me suis aperçu que les adultes n'osent pas engager le débat avec les jeunes parce qu'ils ne savent pas quoi leur dire. Donc les gosses sont d'un côté... Oui, on rejoint, ils nous font peur. Oui, mais parce qu'on n'a pas réfléchi, nous, ensemble. Je pense que les enfants, puis on va terminer par ça, peut-être pour leur laisser la parole, je pense que les enfants peuvent admettre que nous n'ayons pas la réponse à un problème. En revanche, ce qu'ils ne peuvent pas admettre, c'est que nous fuyons devant l'identification d'un problème. La question, c'est pouvons-nous admettre que nous n'avons pas toutes les réponses? Nous, adultes, pouvons-nous admettre que nous... Oui, je n'ai pas la réponse à tout. Par exemple, je suis fluctuant, enfin, je suis ferme à poser le problème de la PMA. Et je m'aperçois d'ailleurs que ça fait des années que moi je dis ça. J'ai été l'un des 5 rédacteurs du premier rapport sur les procréations médicalement assistées en 1977. Donc quand je vois la droite et l'extrême droite reprendre mes arguments, les gens de ma famille me disent « tu vires mal ». Non, c'est pas que je vire mal, c'est qu'eux ont repris mes arguments. Bon, mais j'aurais bien voulu qu'ils militent sur les droits des enfants il y a maintenant 20 ou 40 ans et qu'ils ne mettent pas les enfants aujourd'hui devant par rapport à leurs opinions. Mais ce que je crois, c'est qu'effectivement, il faut qu'on ose montrer aux enfants que si nous ne savons pas comment résoudre le problème, nous avons quand même quelques petites clés pour rapprocher la réponse. C'est le jeu que j'ai créé il y a quelques années avec des amis dans une de mes associations, qui est une sorte de trial poursuite sur la loi. Je vous invite à l'acquérir si vous ne l'avez pas pour Noël. C'est un très très beau cadeau. Et on s'aperçoit, il faut jouer entre enfants et adultes, on s'aperçoit que les adultes prennent le pouvoir tout de suite. Et sur toutes les questions, il y en a un qui dit blanc, qui dit noir. Est-ce qu'il faut l'accord des parents pour qu'un enfant ait une carte nationale d'identité? Il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Est-ce qu'un gamin de 13 ans qui a devant lui 1200 € après les fêtes de Noël, parce que ses 4 grands-parents sont vivants, est-ce qu'il peut acheter un ordinateur? Est-ce qu'on a le droit de le lui vendre? Est-ce que, par exemple, un enfant a le droit de porter plainte tout seul au commissariat? J'en passe et des meilleurs. Bon, les adultes ont toujours des réponses toutes faites. Ils s'aperçoivent qu'ils se plantent surtout. Alors, il y a 2 solutions. Quand les adultes qui jouent avec mon jeu se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas répondre, c'est arrêter de jouer ou au contraire dire aux jeunes « OK, ils ne le disent pas comme ça. Je ne connais pas la réponse, mais je vais réfléchir à voix haute avec toi pour essayer de voir quelles sont les branches de la réponse, qui n'est pas la bonne réponse, qui n'est pas... C'est non. Voilà, les enfants, ils ont besoin d'avoir en face d'eux des adultes qui peuvent douter de la réponse, mais qui ne doutent pas du fait qu'ils doivent être présents auprès d'eux pour discuter. Voilà, c'est ça l'enjeu. Ça veut dire que le législateur doit faire ce qu'il doit faire, les départements doivent faire ce qu'ils doivent faire, le réseau associatif, les professionnels, les parents. Et actuellement, cette question n'est pas traitée parce qu'on est adulto-centré. C'est mon désir, moi, moi, moi. Voilà, c'est tout. Ça vous va? Ah ben moi, ça me va très bien. La question, c'est est-ce que le public a des précisions, des questions à vous poser? Merci. On va dire que pour nous, le public, c'est 1, 2, 3, 4, c'est 9 personnes. Hein, parce qu'après on ne vous voit pas, mais c'est pas grave. Si vous parlez, si vous prenez un micro, on vous entendra. Ah, il y a un monsieur là quand même qui a fait... Non, pardon. Une dame. C'est vrai qu'on voit vraiment rien. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, poser une question? Alors là, est-ce qu'il y a un micro qui... Il y a une dame là, il y a une dame là-haut. Vous n'avez pas prévu des casquettes Télérama? Bah oui. Oui, allez-y. Et après, vous pourrez le passer derrière vous parce qu'il y a des mains qui se lèvent tout en haut. Allez. Tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais il me semble que le problème n'est pas uniquement le problème des enfants, c'est le problème des adultes. Parce qu'il faut des adultes parfaits pour arriver à répondre aux enfants de cette façon. Je ne suis pas parfait. Ma femme est parfaite, mais moi je ne suis pas parfait. Non, je plaisante. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça n'existe pas la perfection. Alors donc si on dit ça, c'est-à-dire qu'on renvoie au calendrier grec. Non. Donc on ne fait rien. Mais il faudrait peut-être éduquer les adultes. Et pour les éduquer, il faut faire des écoles. Et qui on va mettre comme enseignants? Des super adultes. Ils ont été formés par qui? Non, madame, je crois que là, on s'enferme à un truc. Il faut être soi-même. Moi, je ne sais pas. Moi, avant d'élever d'élever nos gosses avec ma femme, on n'a jamais eu, on ne savait pas. On l'a fait par rapport à ce que nous avons vécu, par rapport à ce qu'on voit, etc. On n'est pas allé à l'école des parents. Voilà. Oui, mais justement, c'est un problème. Alors, est-ce qu'il y a eu des parents et est-ce qu'ils ont été dans une certaine cohérence? Comment ils ont fait passer leur comportement? Avec quelles valeurs, etc., etc. Mais il n'y a pas d'adulte idéal, ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais en plus.
Pas de mon point de vue. Un petit peu fort en disant cela, mais je pense que c'est pas facile d'être un adulte vis-à-vis des enfants. D'accord. Mais regardez, je vais poursuivre 20 secondes ma réponse. On entonne très régulièrement l'hymne à la responsabilité parentale. OK ? Bon. Sauf que le problème, c'est que souvent, dans les familles, il n'y a pas deux parents, il n'y en a qu'un. Vous savez qu'au nom du droit des femmes et des hommes de créer le lien de filiation dans ce pays, on ne rend pas obligatoire la création de la filiation. Une anecdote amusante que je raconte dans le bouquin, d'ailleurs. J'étais directeur de l'Institut de l'enfance et de la famille, le plus jeune, et magistrat, et on me demande en 3 minutes, sans note, de faire une intervention au sein du Haut Conseil, présidé pour la première fois par François Mitterrand, sur l'évolution du droit de la famille. Et moi, je pars, comme d'habitude, à 150 à l'heure, enfin le temps de me chauffer, mais je pars à 150 à l'heure, et je dis, Monsieur le Président, la première des choses qu'il faut faire, c'est obliger tous les pères hors mariage à reconnaître leur enfant. Il y a une partie de la salle qui a compris. Hein. Et je n'ai compris la portée de ma phrase, que quelques années plus tard. J'ai bien entendu, je ne le savais pas. En d'autres termes, je reviens maintenant sérieux. Il y a, dans les années 65, seulement 15% des hommes qui étaient pères hors le mariage reconnaissaient leur enfant. Aujourd'hui, on est à 75%. Dans d'autres termes, ne pas se marier n'est pas un acte d'irresponsabilité au regard des enfants. Sauf que, à l'époque, il y avait seulement 20% d'enfants qui naissaient hors le mariage de leurs deux parents. Aujourd'hui, il y a 57% des premiers enfants. Résultat concret de la manœuvre, il y a 15% qui ne sont pas reconnus sur 57% d'enfants. Et bien, ça fait entre 50 000 à 60 000 enfants chaque année qui, au moment où ils le naissent, pardon français, au moment où ils naissent, n'ont pas de père légal. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en auront pas un plus tard. Donc, la première des choses qui est faite, c'est de garantir à tout enfant le droit à une double filiation paternelle et maternelle. Après, il faut garantir la présence des parents, l'égalité en droit. Vous voyez, il y a tout. Je dis simplement, et vous avez raison, qu'il faut attendre beaucoup des individus, mais que la puissance publique a un rôle à jouer pour faciliter l'exercice des responsabilités. Et comme je suis militant politique, au sens pas partidaire, mais politique, je dis, et j'essaye d'appeler l'attention sur le fait que, c'est le rapport que nous avions fait avec Dominique Youf, c'est le travail qu'on fait au quotidien, eh ben, regardez actuellement l'actualité. L'actualité, elle n'est pas dans le dépôt d'un projet de loi sur la responsabilité parentale. L'actualité, c'est un projet de loi sur la PMA. Je vais vous couper la parole pour qu'on ait le temps de prendre une autre question. En haut, je ne vois pas si c'est un monsieur ou une dame, donc je ne vais rien dire pour pas... Ah, très bien. Alors, madame. Bonjour, j'avais une question sur l'école, sur le rôle de l'école, parce que donc, les jeunes de 0 à 18 ans, la majorité de leur vie la passent à l'école. Vous avez parlé du rôle des parents. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de liens à faire avec l'école ? Alors très vite, parce que je crois qu'on va être pris par le temps. Oui, vous avez raison. Il y a une meilleure articulation aujourd'hui qu'il y a pu y avoir dans le passé, peut-être, entre l'école au sens large du terme et les familles. Mais il y a encore plus à faire. Mais en partant d'un raisonnement, c'est que l'éducation, avant d'être nationale, est familiale. En d'autres termes, l'éducation nationale, à mon avis, sera d'autant plus performante qu'elle sera modeste et qu'elle admettra que les parents ont un rôle à jouer et qu'elle admettra aussi qu'il y a un tiers qui a un rôle à jouer, qui sont les médias. Et puis il y a un autre tiers, ça fait 4, la rue. En d'autres termes, quel est le rôle de l'école par rapport aux parents, par rapport aux médias, par rapport à la rue ? On est en co-responsabilité parentale. Je vous renvoie aux travaux de Frédéric Jésus, notamment, qui est un de mes amis qui milite beaucoup sur cette question. Deuxième point, en réponse à votre question, il me semble qu'on n'utilise pas suffisamment l'école, et ça rejoint une des questions posées tout à l'heure, pour repérer au plus tôt, non pas repérer pour savoir s'ils seront délinquants à 7-8 ans, rapport de l'INSEE en 2005, mais repérer pour voir la souffrance d'un centre de jeunes et à travers la souffrance mobiliser les services sociaux pour venir aider enfants et parents. Et je pense qu'effectivement, l'école est un des deux grands lieux démocratiques où quasiment tous les enfants de France, à part les enfants roms avec Médecins du Monde, mais à part tous les enfants fréquentent. C'est la santé à travers le médecin privé et l'hôpital. Et deuxièmement, c'est l'école. C'est dans l'école qu'il faut installer des palpeurs sociaux, c'est-à-dire des travailleurs sociaux. C'est ce que je disais un jour à M. Guéant, je crois que je raconte l'anecdote dans le bouquin, quand il était question que je devienne délégué interministériel à l'enfance et à la famille. Il me dit, M. Rosenfeld, quelle serait votre première mesure ? On était en train de prendre un café le 4 mai 2007. Là, je dis, monsieur, vous avez su mettre des préservatifs à l'école, il faut y mettre des travailleurs sociaux. Donc il a fait globe en prenant le café. Bon, mais je dis quoi ? Service social scolaire sinistré, service
d'accès aux promotion de la santé de l'enfant sinistrés, PMI sinistrés, en train de se sinistrer, et psychiatrie infantile. Tout ça depuis 1970. J'ai dit, il faut mettre des travailleurs sociaux dans les écoles. Alors, comme vous ne pouvez pas recruter de nouveaux travailleurs sociaux, il faut passer un accord entre le département, qui a les services sociaux, et l'État, où on autorise les travailleurs sociaux de l'État à tenir permanence au sein de l'éducation nationale. Il faut que le plus vite possible, vers 2 ans, 3 ans, 4 ans, les gosses qui sont en souffrance ou en difficulté sociale, familiale, rencontrent du travail social et la capacité de venir aider les parents. Donc ce n'est pas contradictoire avec ce que vous avez dit. Je pense que les enseignants, en termes de transfert de savoir, donner du sens, et ça, ont un rôle à jouer en complément des parents. Et deuxièmement, l'éducation nationale structure n'est pas une structure de protection de l'enfance, mais une structure où on doit pouvoir repérer plus rapidement les gosses qui sont en souffrance, et non pas à 8 ans, 9 ans, non pas à 12, 13 ans, quand ils sont dans une merde royale. On me fait signe, non pas dans l'oreillette, mais avec la main, que c'est l'heure. Donc c'est la répression. voilà. Merci. Pardon.